Yves Thériault, est-ce que, d'après vous, le paysage physique, enfin, les lieux de vie et les lieux de l'action sont importants? Et pour vous particulièrement, comme écrivain, est-ce que, comme votre lecteur est porté à le croire, les lieux physiques ont beaucoup d'importance? Ils en ont énormément, d'autant plus que les lieux physiques qui me sont chers ou qui me sont nécessaires, parce que c'est surtout le mot qu'il faut employer, ce ne sont pas des lieux de main d'homme. Il y a une correspondance extrêmement grande avec la nature elle-même en tant que telle. Et alors là, ce n'est plus simplement une émotion tout à fait superficielle que je pourrais ressentir ou qu'un écrivain pourrait ressentir à la vue des grands buildings, par exemple. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental que ça. Mais vous n'êtes pourtant pas un campagnard d'origine, vous. Non, je ne suis pas un campagnard d'origine, né à la ville, élevé à la ville, mais j'ai été tout de même assez vénère à ce point de vue-là. C'est que j'ai connu la forêt assez jeune et que je l'ai connue d'une façon fort catégorique parce que j'ai fait de la trappe comme première expérience de forêt. J'ai fait de la trappe en hiver. J'ai donc connu ce qui est probablement l'aspect le plus complet et aussi le plus rigoureux de la forêt. Et à partir de ce moment-là, toutes les autres forêts, les forêts de printemps, les forêts d'été, ou les forêts sous des latitudes plus clémentes, devenaient un jeu d'enfant comparé à ce premier hiver où j'ai pu faire de la trappe sous des froids de 20 en bas de zéro, par exemple, main nue pour enlever les bêtes dans les pièges, écorcher des bêtes à main nue encore sous la même température, des bêtes qui étaient gelées, qui étaient dans un piège depuis 3 ou 4 jours. Je vous assure que c'est quelque chose. Et de se retrouver le soir dans un abri de branchage, il n'y a pas question de tente. On voyage, vous avez une ligne de trappe de 20-25 000 de long, il n'y a pas question de traîner une tente. Alors vous faites un abri pour coucher, vous couchez dans une couverture de laine enroulée et comme matelas des sapinages, enfin des branches de sapin, avec le feu devant l'abri. Je vous assure que les premières fois, pour le petit garçon qui part de la ville, il se sent loin de maman. Mais avant cette expérience-là qui a marqué votre connaissance de la forêt, qu'est-ce que ça avait été votre enfance? Où est-ce que ça s'est déroulé? Mon enfance s'est déroulée à Notre-Dame-de-Grâce, tout bonnement, ici à Montréal. Et peu de véritable contact avec la campagne, sauf des voyages, des portions de vacances, d'été passées ici et là. À ce moment-là, déjà, par exemple, j'étais fasciné par la terre, la ferme, les bêtes de la ferme, le bois derrière la ferme surtout. C'était la première chose que je faisais quand j'arrivais en campagne chez de la parenté. Je voyais au fond de la terre, il y a toujours le bois debout, la terre en bois debout. Eh bien, c'était la première chose que je faisais, c'était de trouver par quel chemin on pouvait longer les clôtures, éviter le taureau et se rendre au bois. Ça, c'était ma première chose. J'avais à cette époque-là peut-être 8 ou 9 ans, 10 ans, vous voyez. Et puis c'est toujours resté, quoi. C'était un peu, si je comprends bien, le désir justement du garçon qui a grandi dans une ville, qui a grandi en milieu tout à fait urbain et qui a été jusqu'à un certain point privé de ça. Vous vouliez le retrouver tout de suite. Oui. Mais il y a aussi, je crois sincèrement aussi qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond que ça chez l'homme. Vous avez des gens qui sont fabriqués comme des urbains. Moi, c'est tout le contraire. Je regarde la ville et je la hais d'une façon constante, 24 heures par jour, même dans mes rêves, je hais la ville. Mais qu'est-ce que vous détestez dans la ville? Ça s'explique pas. On est ici, par exemple, ce matin, dans le parc Murray, là, à Westmount, et voici des arbres. Ben, pour moi, un arbre, ça, c'est très important. Mais si on enlevait un arbre pour mettre un édifice quelconque, une structure humaine à sa place, j'aurais peut-être une certaine admiration, une certaine émotion devant un procédé technique. Par exemple, j'admire beaucoup certaines tours de transmission électrique qui sont d'une élégance, qui sont vraiment quelque chose au point de vue structural, architectural, si vous voulez. Alors, je les admire, j'ai une certaine émotion admirative en face de ça, mais je ne pardonnerai jamais à personne d'avoir enlevé un arbre pour le mettre là. Mais vous travaillez, par exemple, à ce moment-ci dans l'édifice de Place Ville-Marie. Oui. Je suis un des employés de l'Expo 67. Ça vous intéresse pas de travailler dans ce building très moderne, les ascenseurs, les fenêtres, tout ça? Vous ne pouvez pas imaginer la sensation profonde et absolue de dégoût total que je ressens
la sensation d'affreuse claustrophobie. Quand je m'embarque dans l'ascenseur qui va me monter 23 étages, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, un monstre s'est emparé de moi, il m'a mis dans une cage. J'ai exactement l'impression que doit avoir l'oiseau qui toujours a été libre et qu'on met dans une cage. Et puis tout à coup, quand la porte s'ouvre, en haut, bien, on croirait qu'à ce moment-là, je me sentirais délivré. J'entre dans une autre sorte de cage. Et puis, les fenêtres n'ouvrent pas. Et l'air vient par des tuyères, des conduits. Et c'est un air qui a été fabriqué, équilibré. On lui a mis tant de ci, tant de ça. On lui a enlevé ou on lui remet de l'humidité ou de la fraîcheur. Le bon Dieu renierait cet air parce qu'il ne l'a jamais fait, il ne l'a jamais vu. Ça lui est totalement étranger. Et ça, c'est ce que je reproche à cet air en particulier. Je reproche ça à la cage, de n'être pas une cage à humains. C'est une cage... C'est trop... C'est enlevé... Évidemment qu'il n'y a pas moyen d'avoir de gazon dans un bureau, ça, je suis bien d'accord. Mais il me semble que ce serait tellement formidable si, au lieu de faire des parquets en terrazzo, on faisait du gazon. Il me semble que ce serait déjà quelque chose. Ce serait un compromis. Un compromis, si vous voulez. Alors, pour autant qu'on puisse expliquer ses goûts, comment expliquez-vous le vôtre? Enfin, quelles sont vos raisons, vous, et en particulier vos raisons d'écrivain, si je puis dire, d'aimer la forêt ou le milieu de la nature? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, du point de vue de votre art? Bien, ça m'apporte que je constate une chose, en tout cas. C'est que donnez-moi une page à écrire de description, ou enfin une page à écrire où je dois établir l'aspect, qu'il soit humain, qu'il soit descriptif, de la nature. Et à ce moment-là, ça s'écrit tout seul. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Demandez-moi d'écrire une même chose avec une même émotion correspondant à une ville, à des structures de béton et d'acier. À ce moment-là, c'est pénible pour moi d'écrire. Alors je crois que, spontanément, fondamentalement, je suis un écrivain complètement intégré à la nature. Mon mécanisme dépend de la nature. Vous parlez pourtant de Florence, par exemple. Oui. Avec beaucoup d'éloquence quand vous en parlez, beaucoup d'affection. Oui, mais par contre, je n'ai jamais parlé de Paris avec affection. Et Florence, ça s'explique, parce que Florence est encore tout de même une petite ville entourée de collines. Et moi, mon expérience de Florence, mon amour de Florence, mes émotions par rapport à Florence sont axées sur les collines toscanes qui entourent Florence. D'accord, entre une colline toscane et les vergers d'oliviers ou les petites forêts d'épinèdes qu'il y a là, et nos propres forêts, nos propres collines du Canada, il n'y a aucune espèce de sorte de ressemblance. Par contre, il y a des odeurs, il y a des couleurs, il y a des équilibres, il y a le chant des cigales, il y a quelque chose aussi dans les jours d'été, les jours de juillet et du mois d'août, dans les collines autour de Florence, il y a une sorte de chaleur sèche qui n'est pas pesante du tout et qui crée une immobilité de la nature. On croirait que tout ça, c'est pas vrai, tellement c'est immobile. Et on entend seulement des cigales là-dedans, des oiseaux très loin. Vous allez marcher dans ces collines, dans les petits sentiers derrière, et c'est sec, c'est très sec. C'est quelque chose de tout à fait différent. Le goût de l'air est différent aussi. Le son du vent dans les hauteurs, les hautes feuilles, c'est pas du tout la même chose qu'au Canada. Alors je retrouve quelque chose là qui m'est très cher. Mais si j'avais à choisir entre notre forêt canadienne, enfin nos paysages les plus sauvages, la Côte-Nord, disons, et les collines de Toscane, j'irais dans les collines de Toscane en vacances, mais je vivrais dans mes collines de la Côte-Nord. J'allais justement vous demander, Yves Thériault, si vous avez des lieux préférés au Canada, des endroits d'élection où vous aimez aller ou bien où vous avez aimé vivre. Je vais commencer par ceux qui sont les plus lointains, c'est évidemment la Côte-Nord. Et puis la Côte-Nord, ça s'explique pour moi du fait que c'est une diversité de paysages. J'en parle souvent dans tout ce que j'écris, mais c'est que je m'y sens bien à l'aise. Et puis, cette diversité de paysages, où vous avez, par exemple, à un endroit, une plage qui a 15 000 de long, en ligne droite, de sable magnifique.
Vous faites à peine 10 000 plus loin et vous avez des promontoires qui avancent dans la mer qui sont des splendeurs, des baies qui sont des fjords. Et tout à coup, un peu plus loin encore, mais à peine 15 000, ce sont les promontoires aussi, si l'on veut, mais ceux-là couverts d'arbres, très doux, qui viennent mourir à la mer. Et à l'intérieur de ça, vous avez des baies tranquilles avec des plages et des petits villages. Godbout, par exemple, est un endroit. Vous avez des îlets caribous, quelque chose d'unique, je crois, parce que ce village, jusqu'à il y a très peu de temps, parce qu'on a fait la route là il y a 4 ans, ce village n'avait pas de rue. Il faut le voir pour comprendre. Il n'y a pas de rue dans ce village. Les maisons sont construites sans ordre, et pour passer de l'une à l'autre, ce sont des petits sentiers, des barrières, mais il n'y a pas de rue. Plus loin, vous avez la splendeur de Rivière-Pentecôte, et puis Port-Cartier, qui est encore une réalisation humaine, si vous voulez, mais à même un paysage tellement magnifique. Sept-Îles, c'est moins beau. Moisy, c'est moins beau, je veux dire, comme paysage. Quoique la baie de Sept-Îles est un port de mer immense, vous en savez d'ailleurs les détails. Vous allez plus loin, vous tombez à Natashquan, à Havre-Saint-Pierre. Ce sont tous des endroits extraordinaires et avec ce miracle que dès que vous quittez la route, vous êtes déjà en forêt. Et vous pouvez faire des milles, des centaines de milles et même des milliers de milles dans certains cas, en ligne droite, et vous tombez à la baie d'Hudson. Et vous n'avez pas rencontré âme qui vive. Ni route, ni ligne de transmission, ni building, place Ville-Marie, ou rien du genre. Si vous parlez maintenant de paysages moins éloignés physiquement de Montréal. Bien, j'ai habité la vallée du Richelieu, j'ai habité Saint-Denis-sur-Richelieu, j'ai habité d'abord dans les rangs, et ensuite dans le village même, où j'avais une petite maison blanche à volets bleus, tout à fait paisible, avec un grand terrain, 30 000 pieds de carré de terrain, avec des arbres magnifiques dessus, où il y avait de la sérénité, de la paix, où j'ai très travaillé, j'ai beaucoup travaillé là. Et puis, j'étais aussi en contact, évidemment, avec des paysans que j'ai aimés du plus profond de mon cœur, parce que j'ai trouvé ces gens-là extraordinaires d'intelligence, extraordinaires de moyens d'expression, de sensibilité. Vraiment, ce sont 5 belles années nostalgiques de ma vie. Aujourd'hui, c'est pour moi un cafard de songer que je pourrais peut-être jamais y retourner. Mais par ailleurs, encore une fois, je dis, ça, c'est la même sorte de cafard que les collines de Toscane peuvent me donner ou que certains paysages de Yougoslavie peuvent me donner. Mais il reste toujours que si j'avais un choix à faire, si j'avais un choix demain à faire, et si je disais, je pars, je m'en vais demeurer où je veux, ben, j'irais sur la Côte-Nord. Et qu'est-ce qui vous réconcilie? Parce que quand même, puisque vous y vivez, il faut que vous soyez réconcilié avec votre ville. Qu'est-ce qui vous réconcilie avec Montréal? Est-ce que son développement vous intéresse, par exemple? Oui, je crois que le miracle de Montréal, celui que nous voyons vivre, je vous avoue que parallèlement à tous mes goûts de la nature, j'en reste tout à fait stupéfait, émerveillé. Je n'arrête pas de promener des gens qui viennent ici pour la première fois et les amener boulevard Dorchester et puis montrer tout ce qu'on est en train de faire. Et moi-même, j'ai un ami dans le moment, un étranger. Lui, ce qu'il trouve extraordinaire, c'est la démolition. À chaque fois qu'il voit de la démolition, il dit « Ah non, pas encore !» Il s'en fait partout, comme vous savez. Et partout, ça surgit, ça grossit. L'expo est quelque chose pour moi, ça aussi, c'est une émotion, cette chose extraordinaire qui va avoir lieu dans notre fleuve. Je travaille dans le coup, je sais comment ce sera, je sais l'extraordinaire chose que ça va être. Et ce que ça va apporter de changement à Montréal, en route d'accès, par exemple, en boulevard, en édifices de tout genre, structure, de toute imagination, le métro lui-même, tout ça, Montréal, pour moi, je suis arrivé d'Europe il y a 1 an exactement, 1 an et 2 mois à peu près. Et dans cette année-là, j'avais peine à me reconnaître. Et c'était une belle ville. Elle est en train de devenir, à mon sens, et je crois que Jean Drapeau, il faut se mettre à 2 genoux et le remercier parce que c'est son imagination qui a voulu ça. Elle est vraiment en train de devenir la plus belle ville d'Amérique du Nord. D'après moi, dans 5 ans d'ici, il n'y aura rien en Amérique du Nord pour se comparer à Montréal. Et à ce compte-là, je l'aime. Je ressens une émotion. Voyez-vous? Mais si j'ai à choisir demain, je m'en vais sur la Côte-Nord.